Bon, encore une fois, bonjour à tous. Et on est aujourd'hui pour une autre conférence midi du CRIJAD. Isabelle Chambaud une réunion départementale, elle ne peut pas être là, mais elle transmet ses messages de salutation à tout le monde. Et je remercie encore une fois Malek Batal d'avoir accepté de participer à nos conférences midi. Et nous allons aujourd'hui l'entendre sur une conférence qui s'appelle Système alimentaire durable pour plus d'équité en nutrition et en santé. Je vais présenter brièvement Malek et après je vais te laisser la parole pour la conférence. Malek est professeur de nutrition publique au département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé, sciences, et membre de la Société royale du Canada et de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Il a obtenu son baccalauréat en nutrition humaine et diététique à l'Université américaine de Beyrouth et sa maîtrise en sciences des aliments à la même université. Il a ensuite poursuivi des études doctorales en nutrition humaine à l'Université McGill. Il est professeur désormais pendant 5 ans à l'Université américaine de Beyrouth, puis pendant 5 autres années à l'Université d'Ottawa et prof de l'UDM à partir de 2013. Ses recherches portent sur les déterminants environnementaux, socio-économiques et culturels des choix alimentaires et leur relation avec la santé des individus et de l'écosystème chez plusieurs populations, notamment les Premières Nations au Canada. Et sans trop tarder, Malek, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Enrico. Est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez mon On écran, le voit plein très bien. écran? Ouais, très bien. Oui, Alors, bonjour tout le monde. Merci, Enrico, pour la présentation. Je voudrais simplement reconnaître que je travaille et vis sur un territoire autochtone non cédé et que je n'ai pas de conflit d'intérêt ni de financement de l'industrie pour mes recherches. Avant de commencer à parler de système alimentaire durable, je vais parler des systèmes alimentaires non durables. Et je vais commencer par parler d'abord de système alimentaire en général. Un système alimentaire comprend toutes les étapes et tous les procédés qui sont impliqués dans l'acte de nourrir une population et comprend les intrants requis et les produits générés à chaque étape. Et donc, au niveau de la disponibilité, de l'accès et de l'utilisation, vous n'avez pas à vous soucier de ce graphique complexe, mais c'est juste pour démontrer que, il y a plusieurs dimensions pour un système alimentaire. Et si on regarde de plus près le système alimentaire que nous avons chez nous, nous voyons que la grande partie de notre alimentation provient d'un système alimentaire, ce qu'on appelle un système alimentaire conventionnel. Un système alimentaire conventionnel est un système qui veut promouvoir une production importante, plus élevée, à moindre coût. Ce qui donne un peu des espaces comme celui-ci que nous connaissons probablement tous, des grandes surfaces qui sont assez pleines d'aliments ultra transformés euh, et qui souvent vont inciter à la surconsommation. Pour vous regarder, par exemple, la taille de ces chariots qui font en sorte que on a tendance à acheter beaucoup. Et on a autour de nos villes, ça c'est une photo des États-Unis, mais je pense que toute ville nord-américaine peut s'enorgueillir d'avoir un environnement alimentaire comme celui-ci, ce qu'on appelle souvent des marécages alimentaires ou des marais alimentaires, c'est-à-dire des endroits où la, la mauvaise alimentation, la malbouffe est super concentrée. Donc, à l'approche de nos villes, c'est un peu l'image que nous avons. Et nous avons des populations particulièrement vulnérables chez nous, notamment les autochtones Inuits et Premières Nations et Métis qui souvent ont des environnements alimentaires et des systèmes alimentaires qui sont caractérisés par des monopoles, souvent des monopoles comme sur la photo de gauche de Northern, qui est la Hudson's Bay Company, qui est la compagnie de la baie Hudson, et qui donc monopolise le système alimentaire dans certaines communautés. Le système alimentaire de marché, évidemment, n'est pas celui traditionnel, avec des prix qui peuvent devenir très prohibitifs pour la population à cause de l'éloignement et aussi de ces monopoles. Nous avons aussi cette concentration, c'est une vieille image qu'on a souvent vue,
Elle a probablement évolué parce que ces compagnies s'achètent entre elles, elles augmentent en taille, elles, il y a toujours un mouvement, mais ça nous démontre un peu la concentration par rapport à notre système alimentaire. Qui contrôle ce qu'on mange et jusqu'à quel point? Et pourquoi ceci est important? Parce que ces compagnies qui contrôlent ce qu'on consomme, et là, je vais vous montrer une diapo qui a fuité d'un document interne de Coca-Cola. Donc, ces compagnies, ce qu'elles font, c'est qu'elles s'intéressent beaucoup aux politiques publiques et elles s'intéressent à, à leur faire face, à les combattre. Donc là, si on voit par exemple à votre droite en haut de l'écran, Fight Back, ce sont, d'après Coca-Cola, les politiques publiques qui sont, qui ont la possibilité de se matérialiser. Donc, si on regarde en bas, likelihood to materialize, donc ça veut dire que c'est une possibilité pour la politique qu'elle soit instaurée. Et cette politique, donc si vous regardez l'autre axe, cette politique va avoir un impact important sur leur euh, business, sur leur travail. Donc, ils vont avoir, par exemple, des politiques ou des activités pour combattre les politiques de taxation sur les boissons sucrées, par exemple. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour vous dire jusqu'à quel point ces compagnies non seulement contrôlent le système alimentaire, mais vont jusqu'à combattre les politiques publiques qui vont essayer de les contrer un peu. Aussi, on peut regarder avec cette collection de New York Times il y a quelques années quand même, mais je les trouve très pertinentes parce que elles montrent par exemple l'histoire sur le Brésil. C'est assez incroyable. Nestlé arrivé dans des villages où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, où il y a pas de soins de santé, mais les produits de Nestlé arrivent donc au fin fond de l'Amazonie, par exemple. Nous avons aussi, on sait à travers la recherche que les taux d'obésité au Mexique ont augmenté après les, tra- les traités de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, parce qu'il y a eu un déferlement d'aliments ultra transformés ou même d'ingrédients qui provenaient des États-Unis qui ont eu un impact important sur la santé des Mexicains. Donc, il y a des conséquences importantes sur cette modernisation, le passage de l'alimentation traditionnelle vers une alimentation plus de type moderne qu'on connaît chez nous. Ça a un impact sur les environnements aussi et sur la production. Donc, on passe d'une production agricole familiale vers une production intensive, comme la photo du début que je vous ai montrée. Avec ici, par exemple, c'est en Équateur, on voit des serres, ce qui implique aussi une production intensive avec des pesticides, des intrants chimiques, fertilisants, pesticides, etc., très importants qui peuvent avoir un impact important sur la santé des individus. Et il y a une mondialisation de l'alimentation qui fait que cette croissance des entreprises alimentaires transnationales, la libéralisation du commerce, la publicité qui est associée à tout ça, le développement des supermarchés, tout ça a une implication nutritionnelle. Donc, on a davantage d'aliments transformés, voire ultra transformés. On a une importation dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, une augmentation des importations dans ces pays-là par rapport à la production locale. Donc, parfois un effondrement de la production alimentaire locale, un effondrement de l'autosuffisance alimentaire et une dépendance vers l'extérieur. On va avoir plus de disponibilité parfois, mais on va avoir des enjeux d'accessibilité, de prix. On va avoir des supermarchés qui maintenant dominent le système alimentaire et qui sont la propriété de compagnies étrangères et non plus des gens de l'intérieur des pays. Donc, un changement qui va impacter encore cette transition nutritionnelle, donc ce passage d'une alimentation traditionnelle vers une alimentation moderne et un environnement alimentaire qui est difficile à naviguer. Et puis, j'adore ce graphique qui est super simple, où on voit comment, avec la complexité de l'environnement alimentaire
en l'occurrence ici, et le fait qu'on doive être très bien organisé, très auto-efficace soi-même pour pouvoir survivre dans un environnement complexe et qu'on échoue quand on n'est pas très auto-efficace. Et l'auto-efficacité peut comprendre aussi le fait d'avoir les ressources financières nécessaires. Donc, quand on est dans un environnement qui devient complexe à naviguer, on a des problèmes de de pouvoir survivre dans cet environnement-là. Là, si je regarde un cas particulier qui me concerne davantage, celui de l'Équateur, où ça fait depuis plusieurs années qu'on a des recherches là-bas sur la transition nutritionnelle, justement, sur l'alimentation traditionnelle versus l'alimentation moderne, qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé, etc. On travaille avec les personnes en milieu urbain, mais on travaille aussi avec des agricultrices. Et on voit que, si vous regardez les photos, vraiment, on passe d'une alimentation traditionnelle comme illustré dans un plat traditionnel dans la photo du haut, vers des plats réellement qu'on offre, qu'on vend habituellement à l'heure du midi pour pas cher dans, dans les restaurants populaires. Et là, on voit la quantité de riz. Sachez qu'en Équateur, par exemple, le riz est la première source de fer. Alors, il faut le faire, que le prix devienne la première source de fer. Ça veut dire qu'on mange très peu d'autres choses. Donc, il y a une faible diversité alimentaire, une alimentation qui devient plus riche en calories, en glucides, faible en fibres, etc. Et il faut aussi voir que le coût d'une alimentation saine augmente partout dans le monde et ça augmente très particulièrement en Asie, en Afrique, en Amérique latine et Caraïbes par rapport aux autres régions. Donc en Amérique du Nord, il semblerait qu'elle a augmenté jusqu'en 2021 seulement de 1,2%. Mais bon, on va voir que c'est peut-être plus le cas maintenant. Mais ça veut dire que cette augmentation va avoir des impacts importants sur plusieurs choses. On va voir aussi qu'il y a une augmentation des aliments hautement ou ultra transformés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires sur beaucoup. Donc là, si on veut regarder sur le graphique à gauche, c'est les pays à revenus élevés dont fait partie le Canada. Donc là, on a un genre de plateau qui s'installe par rapport à la consommation d'aliments ultra transformés. En revanche, si on regarde les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure ou à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, on voit qu'il y a une augmentation très importante entre 2003 et 2022 on passe du simple au double, par exemple, par rapport aux aliments ultra transformés. Les pays qui sont avec un revenu faible demeurent des pays où les aliments ultra transformés sont plus difficiles à acquérir de point de vue financier. Donc, cette augmentation n'est pas aussi fulgurante. Et donc, aussi l'accessibilité économique ou l'inaccessibilité économique à une alimentation saine, elle elle tend à causer à être associée à une augmentation de l'insécurité alimentaire. Donc là, on va voir une augmentation sur l'axe Y, on voit une augmentation de l'insécurité alimentaire, surtout avec les points mauves, un peu fuchsia, là, des pays à faible revenu qui sont ici à avoir une augmentation de l'insécurité alimentaire par rapport à cette augmentation de l'inaccessibilité économique d'une alimentation saine. Donc, les taux d'insécurité alimentaire n'ont cessé d'augmenter entre 2015 et 2021. Et là, on voit qu'ils augmentent beaucoup en Afrique, euh, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais le Canada n'y échappe pas. En 2022, 17% de la population canadienne se trouvait en situation d'insécurité alimentaire par rapport à 13% en 2021. Et il y a une iniquité dans l'insécurité alimentaire. Donc, si on regarde ce tableau de Statistique Canada, on va voir que ce sont les familles monoparentales qui sont à 34% des familles monoparentales sont en insécurité alimentaire. Ce qui est donc un tiers de ces familles-là sont en insécurité alimentaire. Et si on regarde aussi
d'autres caractéristiques. Donc, on parle d'iniquité aussi dans la sécurité alimentaire. Les groupes racisés et les autochtones sont plus susceptibles de se trouver en situation d'insécurité alimentaire. En 2022, 21% à peu près des personnes qui faisaient partie d'un groupe racisé se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est une augmentation par rapport à 2021. Le taux d'insécurité alimentaire était de 32% pour les Noirs. Donc, c'est le double de l'insécurité alimentaire qui se trouve chez les non-Noirs, chez la population canadienne en général. Et parmi les Autochtones âgés de 15 ans et plus, on était à 29% d'insécurité alimentaire, aussi en hausse. Euh, et là, ce sont des chiffres un peu vieux que nous avons trouvés à travers notre recherche avec l'étude sur l'alimentation et l'environnement des Premières Nations. C'est une étude qui a atteint 6500 personnes à travers le Canada dans 92 communautés. Et nous avons trouvé des taux d'insécurité alimentaire en moyenne de 48% dans toutes les régions où nous avons été, avec des pics de 60% en Alberta, par exemple, comparé à la même époque au Canada à 12,2%. L'insécurité alimentaire a augmenté depuis beaucoup. Nous sommes retournés dans certaines des communautés où nous avions été pour cette étude récemment. Donc, dans la région Atlantique, nous avons visité une communauté où l'insécurité alimentaire en 2024 avait doublé par rapport à 2014. On était arrivé à 37% d'insécurité alimentaire dans cette communauté. Dans une communauté de la région des prairies, je tais un peu les noms des communautés parce que cette information n'est pas publique encore. On est à 86% d'insécurité alimentaire. Et dans trois communautés côtières de Colombie-Britannique où nous sommes actuellement, on a une moyenne d'insécurité alimentaire de 60%, avec un pic de 80% dans une des communautés. Donc la situation ne s'arrange pas du tout pour les Premières Nations et les Autochtones en général. Et si on regarde en même temps, donc là, on a des problèmes d'insécurité alimentaire, on a des problèmes d'accès, on a des problèmes d'accès à une alimentation saine, une augmentation des aliments ultra transformés, mais aussi une augmentation un peu partout dans le monde de l'obésité. Et pourquoi on s'inquiète par rapport à l'obésité? Parce que cette augmentation, elle affecte aussi une augmentation du diabète. Regardez le tableau, je tire votre attention sur la dernière ligne du tableau. Donc, en Afrique, entre 2000 et 2021, les taux de diabète ont augmenté de plus 342%. Donc, c'est vraiment, on parle d'une épidémie. Et cette épidémie se retrouve dans les pays qui sont fragiles, donc qui sont des pays qui ont du mal à pouvoir guérir les gens qui sont avec ces maladies ou même les prendre en charge. Donc, on arrive avec des situations où on a des amputations, des problèmes de cécité, des problèmes de rénaux très importants parce que le diabète n'est pas traité dans ces pays-là. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, on a plus 135%. Pacifique de l'Ouest, plus 175%. Donc, des augmentations très, très importantes. Chez les Premières Nations, dans notre étude aussi avec FNFNIS, on avait trouvé une moyenne de 25% de diabète de type 2, alors que dans le reste du Canada, on est autour de 7-8%. Donc, c'est là aussi où ce sont les populations les plus vulnérables qui sont le plus touchées par ces problématiques de santé. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le double fardeau de la malnutrition, c'est-à-dire on a à la fois des problématiques de surpoids, d'obésité, de diabète chez les adultes, et en même temps, on continue d'avoir des problématiques de retard de croissance, de carence en micronutriments chez les enfants, ou même des carences en micronutriments chez les femmes. On parle souvent de problématiques de anémie et obésité chez la même personne, par exemple. Donc, on a ce système alimentaire qui nous nourrit mal. Donc, il nous nourrit avec assez de calories, apparemment, surtout pour les adultes, mais avec une qualité qui est compromise.
Et le double fardeau de la malnutrition est plus présent dans les régions les plus fragiles. Vous pouvez le voir donc dans ces quelques pays d'Afrique et d'Asie, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc, on a à la fois surpoids, à la fois anémie et retard de croissance chez les enfants, dans ces pays-là qui sont en pointillés orange et noir. Tout ça, par rapport à la santé humaine. Mais qu'en est-il de l'environnement et de notre système alimentaire? Là, je vous ai mis deux photos. Une qui provient d'une plantation à venir de, euh, de palmiers pour produire de l'huile végétale, euh, quelque part en Asie, et en bas au Brésil, où on a décimé la forêt tropicale pour la production de bétail. Donc, on a deux systèmes alimentaires. On a un système alimentaire conventionnel que je viens de décrire, qui a un impact donc sur la santé humaine et qui va avoir un impact sur l'environnement comme on va le voir maintenant. Donc, c'est une illusion de penser que nous dépendons sur la planète en grande partie sur le système conventionnel, même si le discours c'est qu'il faut produire de manière intensive pour pouvoir nourrir la planète parce qu'on n'a pas assez de nourriture, etc. On va voir que ce n'est pas vrai parce que 70% de la population de la planète dépend de la production alimentaire familiale et 30% dépend de la production plus industrielle. Et l'agriculture paysanne utilise 25% des terres agricoles pour nourrir 70% de la planète, alors que l'agriculture conventionnelle utilise 75% des terres agricoles pour nourrir 30% du monde. Elle requiert également 90% de tout le pétrole et 80% de toute l'eau nécessaire à l'agriculture. Il y a aussi des questions d'érosion des sols avec cette forte densité de peuplement des animaux, l'épandage excessif de fumier, lisier, utilisation intensive d'intrants chimiques, etc., qui font en sorte qu'on a une contamination du sol et de l'eau. On a des problématiques de lacs chez nous qui souffrent d'algues bleues, par exemple, à cause de l'usage excessif des fertilisants. Et donc, on a cette menace pour la productivité qui fait un backward loop, comme on dit, pour aller faire en sorte qu'on va intensifier davantage cette production alimentaire, épandre davantage de pesticides et de fertilisants, donc entrer dans un cercle quand même vicieux. Et ça a aussi un impact sur la qualité nutritionnelle, parce qu'on a des récoltes à haute teneur énergétique qui vont générer de grandes quantités euh, de calories disponibles, donc un problème de surpoids et d'obésité, mais des récoltes qui contiennent peu de micro- et macronutriments, donc on va avoir davantage de carences en micronutriments. On va avoir aussi des systèmes qui sont vulnérables aux stress environnementaux et aux maladies, donc on va avoir des chocs dans l'approvisionnement, euh, un accès qui est plus difficile à la nourriture parce qu'elle devient plus chère, parce qu'elle est plus rare dans certains cas à cause de ces chocs climatiques ou autres. Donc des situations aussi de faim et pas simplement de carence en micronutriments. Et aussi, ce système alimentaire industriel est polluant. Euh, pour le plastique, les trois plus grandes compagnies qui polluent nos océans en plastique sont Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé. Tous les ans, elles sont les championnes du palmarès par rapport à ça, parce que le plastique qui se retrouve dans les océans est en grande partie issu de l'industrie alimentaire. Et les systèmes alimentaires sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et ils sont aussi responsables de l'émission de méthane. L'agriculture est responsable de 40% d'émissions de méthane et comme vous savez, le méthane est un des gaz les plus performants, entre guillemets, si on veut dire, par rapport à l'effet de serre. Et on a aussi les questions de perte et de gaspillage alimentaire qui font en sorte que ce gaspillage va aussi produire des gaz à effet de serre parce que, à cause de la fermentation de ces aliments qui sont perdus.
Donc après avoir fait ce tour des problématiques liées à notre système alimentaire conventionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde de plus près une approche alternative sur laquelle beaucoup de travail a été fait. Et actuellement, dans mon groupe de recherche, on travaille beaucoup sur le lien entre l'agroécologie et la santé humaine à travers la qualité nutritionnelle. Et on regarde aussi l'impact sur l'environnement. C'est quoi l'agroécologie? C'est une façon de produire qui va promouvoir la diversité, la co-création et le partage des connaissances, les synergies, l'efficacité et l'efficience, le recyclage, la résilience, mais aussi des valeurs humaines et sociales et pas simplement des valeurs de productivité, qui va promouvoir une conservation des cultures et traditions alimentaires, une gouvernance responsable et des économies circulaires et solidaires. Ça, on va donner un peu plus, je vais donner un peu plus de détails. Donc, c'est un mouvement mondial qui vise le développement de systèmes alimentaires durables en ayant recours aux savoirs traditionnels, à l'agriculture alternative et à l'expérience des systèmes alimentaires locaux. Et pas simple, ce n'est pas un retour en arrière, en fait. C'est un respect des traditions, mais avec beaucoup de technologies douces qui viennent enrichir ce mouvement agricole-là. Donc, la Via Campesina le décrit comme la science de l'application de concepts et principes écologiques à la conception et à la gestion de systèmes alimentaires durables. Et donc, comme le décrit bien ce graphique, ce n'est pas l'agriculture de subsistance, ce n'est pas l'agriculture industrielle, c'est une façon de mettre ensemble des valeurs euh, sociales, des valeurs aussi des connaissances agricoles de fine pointe pour arriver à une agriculture agroécologique et diversifiée. Donc là, on peut mécaniser davantage l'agriculture de subsistance, on peut la diversifier, on peut aider pour qu'elle accède davantage au marché. Et pour l'agriculture industrielle, on va essayer de la relocaliser dans les marchés plus locaux, la diversifier, réduire les intrants chimiques et aussi accumuler les connaissances dans les deux cas. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec notre travail en Équateur et maintenant au Guatemala, on est en train de faire un travail similaire, c'est de voir si l'agroécologie favorise une alimentation plus saine chez les agriculteurs et plus précisément chez les agricultrices. Donc, on a trouvé, par exemple, que chez les agricultrices qui étaient dans ce qu'on appelle les réseaux alimentaires alternatifs, ce sont des réseaux alimentaires qui sont basés sur l'agroécologie et qui font la promotion de réseaux alimentaires alternatifs, c'est-à-dire de marchés locaux, de paniers d'alimentation, les canastas, on appelle ça en Équateur, c'est-à-dire l'agriculture soutenue par la communauté. Et on a trouvé que les femmes agricultrices qui étaient dans ces réseaux-là avaient une meilleure diversité sur leur ferme et cette diversité sur la ferme se traduisait aussi par une meilleure diversité alimentaire dans leur assiette. Elles ont aussi une meilleure consommation de produits laitiers, une meilleure consommation des légumes verts feuillus, qui sont aussi des sources importantes de fer. Ces femmes-là avaient une meilleure connaissance des aliments traditionnels et elles les consommaient davantage. On a creusé davantage pour voir un peu s'il y avait un impact sur la santé. On a vu qu'il y avait des impacts positifs sur certains aspects comme l'anémie, mais il n'y a pas d'impact positif sur d'autres aspects, par exemple sur les questions d'obésité, de surpoids, parce que ce sont des choses qui prennent du temps à changer, mais aussi parce qu'on est en train de regarder, de pousser un peu plus pour voir s'il n'y a pas des problématiques aussi sociales avec ces réseaux alimentaires-là, parce qu'on trouve que les femmes qui sont impliquées dans ces réseaux-là travaillent davantage, en fait. Elles sont plus impliquées dans la vente, sur les marchés. Elles sont aussi davantage impliquées dans les réunions des associations, etc. Donc, ça peut causer une charge mentale importante. Et aussi, c'est pas facile d'être toujours activiste et être contre le système dominant. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de creuser à travers un peu plus
de données qualitatives pour voir pourquoi ces questions de santé mentale, de surcharge mentale, etc., peuvent avoir lieu alors que ces femmes ici semblent très heureuses, euh, mais il y a ces problématiques à ne pas balayer sous le tapis. Il faut regarder les choses en face aussi. Donc, il faudrait en général, donc au-delà de l'agroécologie comme modèle de production, il faut aussi regarder en général comment on peut promouvoir la souveraineté alimentaire. Et d'après Food Secure Canada ou le réseau de l'alimentation durable, il y a 7 piliers de la souveraineté alimentaire. Donc, mettre l'accent sur les besoins alimentaires des peuples, parfaire les connaissances et les compétences. Et avec chaque phrase, on peut voir le pendant négatif. Donc, si on met l'accent sur les besoins alimentaires des peuples, ça veut dire qu'on ne met pas l'accent sur la productivité euh, et les gains des compagnies alimentaires. Euh, donc, il y a aussi cet équilibre à faire en regardant ces piliers de la souveraineté alimentaire. Parfaire les connaissances et les compétences, travailler en harmonie avec la nature, ce qui n'est pas évident quand on regarde les systèmes conventionnels, valoriser les fournisseurs d'aliments, circonscrire les systèmes alimentaires à une échelle locale le plus possible, implanter le contrôle localement et reconnaître le caractère sacré des aliments, surtout pour les personnes autochtones. C'est super important que ce soit ici au Canada ou ailleurs dans le monde. Ça a été à plusieurs reprises répété par les gens qu'on croise. On peut donc promouvoir les circuits courts qui font intervenir au plus un intermédiaire dans la distribution entre l'entreprise de production agricole ou de transformation alimentaire et le consommateur. Donc, soit de la vente directe à la ferme, les marchés publics, l'agriculture soutenue par la communauté, comme les canastas dont j'ai parlé, ou les paniers de légumes, les marchés virtuels, la vente directe aux détaillants et aux entreprises, les groupes d'achat communautaires, des systèmes de production et de distribution pour rencontrer les besoins des communautés locales et les jardins communautaires qui peuvent être intéressants au niveau des villes. Donc, l'agriculture urbaine peut promouvoir la sécurité alimentaire, aussi avoir un impact sur l'environnement, puisqu'on va verdir des zones qui ne sont pas nécessairement verdies. Et ça va promouvoir des interactions sociales entre les producteurs eux-mêmes, si c'est un jardin communautaire ou un jardin collectif, Euh, mais aussi des questions d'éducation. Si on travaille avec les enfants, il y a des projets, par exemple, à Sherbrooke, ils sont très forts avec Crocarium pour faire de l'agriculture avec les enfants des garderies. Donc, ça peut être une question d'éducation pour les petits, des questions de loisirs, mais aussi questions de santé, d'exercice, d'activité physique et aussi d'économie par rapport au coût des aliments. Euh, enfin, on a un programme d'alimentation scolaire au Canada hein, qui est national. Le Québec vient de signer l'entente avec le gouvernement fédéral il y a quelques jours. Donc, on va pouvoir espérer avoir une programmation scolaire qui atteint tous les enfants. C'est très important, surtout dans un contexte de vulnérabilité et d'inaccessibilité à une alimentation saine, si on le fait bien. J'ai quelques inquiétudes par rapport à comment on va le faire, si on va impliquer beaucoup les corporations et on va donc promouvoir un modèle industriel de l'alimentation, ou bien on va aller vers une alimentation scolaire qui va s'approvisionner de manière locale. Malheureusement, aux États-Unis, avec toute la folie qui est en train d'arriver maintenant, ils viennent d'annuler le programme qui jumelait l'alimentation scolaire avec les fermes locales. Donc, c'est l'exemple à ne pas faire, mais on s'attendait un peu à ce genre d'exemple arrivant des États-Unis ces temps-ci. Un autre bon exemple, ce serait le Brésil qui favorise l'approvisionnement chez les petits fermiers pour l'alimentation scolaire. Il y a beaucoup de programmes, même le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui offre de l'alimentation d'urgence, va parfois favoriser une alimentation locale, donc un approvisionnement local des fermes locales.
Comme j'ai parlé des problématiques d'insécurité alimentaire avec les Premières Nations, je veux aussi vous partager une expérience qu'on a eue récemment. On a travaillé avec la Okanagan Nation Alliance, qui regroupe 7 communautés de la nation Syilx dans la région de l'Okanagan en Colombie-Britannique et une 8e communauté dans l'État de Washington aux États-Unis. Et cette nation a récemment réussi à ramener le saumon sur leur territoire. Le saumon avait disparu des eaux de l'Okanagan à cause de plusieurs obstacles, des barrages hydroélectriques, des canalisations de rivières, etc., qui ont été faites à partir des années 40 jusqu'à récemment. Et donc, il y avait beaucoup d'obstacles, mais donc, si vous regardez la photo de gauche, ce canal, on l'a revitalisé pour redonner à la rivière son cours d'eau naturel. On a la photo du milieu et celle de droite, on peut voir un genre d'escalier qui va contourner les barrages hydroélectriques pour permettre au saumon donc de retourner, de remonter le cours de l'eau. Et en bas, c'est une photo que j'avais prise, non, c'est Noreen Willows, ma collègue, qui l'avait prise, désolé, euh, qu'on avait pris, on était ensemble à Penticton. Et là, c'était une cérémonie pour remettre les avelins dans l'eau. Et quand on parle avec nos collègues de la Okanagan National Alliance, et je cite Pauline Terbasket, qui en est la directrice, elle a dit ce qui a ramené le saumon, c'est vraiment le retour aux traditions et le retour à la cérémonie. Donc, ça, c'est aussi un aspect super important pour les Autochtones. Et ça a réussi, le saumon est retourné, ils ont réussi à davantage nourrir les communautés, à impliquer les enfants et aussi à parler de connectivité spirituelle. Euh, donc ça fait partie de notre étude. On avait fait des affiches pour un peu vulgariser ce qu'on avait trouvé. Mais ce qu'on avait trouvé aussi, c'était qu'il y avait une meilleure sécurité alimentaire culturelle. C'est-à-dire que les gens se reconnaissaient davantage dans les aliments qu'ils consommaient. Euh, Parce qu'il y a eu cette revitalisation de cet aliment super important pour la population de point de vue culturel. Donc ça, c'est un exemple, je pense, assez fort pour parler de souveraineté alimentaire et de reprise de contrôle sur le système alimentaire. Même si ce n'est pas une reprise complète de contrôle, mais c'est quand même un début super intéressant. Et souvent, ce qui arrive, c'est que on a des arguments qui nous disent il faut bien nourrir la planète, on va arriver à 10 milliards, mais comme je vous ai montré, il y a énormément de gaspillage au niveau du système alimentaire. Nous produisons plus que nous consommons, mais nous ne partageons pas bien. En fait, c'est une question d'accès qui est le vrai problème par rapport au problème d'insécurité alimentaire. Et aussi, c'est une question de mauvaise qualité alimentaire qui fait en sorte qu'on a le triple d'obésité chez les enfants au Canada depuis les années 70. On a 300% de plus de diabète en Afrique. Tout ça, ce sont des maladies, des problématiques de santé qui sont directement liées à l'alimentation. Et si elles sont directement liées à l'alimentation, c'est pas que tout le monde a décidé de mal se nourrir et de mal choisir son alimentation. Il y a eu quelque chose qui a changé de fondamental dans notre environnement alimentaire qui fait en sorte que les aliments que nous consommons sont davantage associés à une mauvaise santé humaine, mais aussi malheureusement une mauvaise santé environnementale. Donc, le problème de la faim dans le monde n'est pas la pénurie, la distribution, la pauvreté, le manque d'accès, le manque de pouvoir, l'inégalité, les conflits et le gaspillage sont les raisons de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes. Quand je parle de malnutrition sous toutes ses formes, c'est-à-dire ça comprend la surnutrition, ça comprend les questions d'obésité, mais ça comprend aussi la malnutrition classique sous-nutrition, c'est-à-dire le retard de croissance, l'anémie, l'émaciation, etc.
Pour terminer, je vais vous partager qu'on organise une conférence interactive, bilingue et gratuite du 30 mars au 1er avril, ici à l'Université de Montréal. On va commencer avec un café scientifique le dimanche après-midi au Centre de l'innovation de l'UDM. Et pour le 31 mars et le 1er avril, on a des journées complètes de présentations, de panels, d'activités interactives et de réseautage sur ces thématiques donc d'alimentation, logement et territoire pour une seule santé. Si ça vous intéresse, il nous reste quelques places. Donc c'est gratuit. Je vous ai mis si vous prenez vos téléphones, vous pouvez cliquer sur les deux codes QR qui sont là. Celui du haut vous donne le programme détaillé à travers un lien et celui du bas vous envoie directement au formulaire d'inscription. Et je vous ai mis en bas aussi le site web de la chaire où vous pouvez aller retrouver toute cette information. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez dans Menu et vous allez dans Événements et vous allez trouver donc cette conférence. Et je vais m'arrêter là pour permettre euh, pour qu'on ait le temps d'avoir vos questions. Merci pour votre Merci attention. beaucoup à toi, Malek. C'était une conférence super fascinante, super intéressante.